sont en train d'arriver. Voilà, l'affaire est réglée. Alors, excusez-moi une petite question. Si on ne vous a pas envoyé deux devoirs, on peut faire le DM facultatif à la place de l'un des deux? Oui, tout à fait possible. Mais je vous rappelle que vous avez jusque... Ah oui, mais vous partez en stage, effectivement. Donc, oui, il faudra m'en envoyer, hein. D'autant que... oui, vous partez en stage jusque quand? Jusqu'au 22 janvier. 22 janvier. Donc, il restera une semaine avant la fin du semestre. Ouais, ben, je vous conseille plutôt de rendre le DM. Le DM. D'accord. Sinon, vous risquez le DM peut compter en plus de deux devoirs. Bah, il ne comptera pas forcément en plus, mais si vous avez une meilleure note que vos deux, vos deux DS, je retiendrai les meilleures notes, évidemment. Pas d'autres questions? On peut y aller? Alors, c'est bon. Ok, je vais partager mon écran. Donc, nous en étions sur cet exercice 3. Je vous rappelle rapidement le contexte, hein. Une entreprise a vendu au cours de l'année 10 000 produits que l'on avait évalués à 500 euros le produit. Donc, ça nous faisait un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Il y avait 220 euros par produit en charge variable ou en coût variable, ce qui faisait des coûts variables à hauteur de 2 millions d'euros. On avait calculé la marge sur coût variable en faisant le chiffre d'affaires moins les charges variables. Puis, on avait calculé un taux de marge de 56%. On avait les coûts fixes qui nous étaient donnés dans l'exercice à 1,5 million. Un résultat que l'on avait trouvé à 1,3 million en faisant soit la marge de 2,3 million moins les coûts fixes à 1,5 million, ou soit le chiffre d'affaires moins les coûts variables moins les coûts fixes. Et on arrivait à un résultat positif. Donc l'entreprise est bénéficiaire à hauteur de 1,3 million. De là, nous en avions établi notre seuil de rentabilité en valeur, que l'on peut assimiler au chiffre d'affaires critique, hein, dans une autre appellation, en utilisant la formule qui est peut-être pour moi la plus simple, charge fixe divisée par taux de marge, et on était arrivé à un seuil de rentabilité de 2 678 000, que l'on avait traduit en quantité. Donc on avait obtenu un seuil de rentabilité, cette fois-ci en quantité, en divisant simplement le seuil de rentabilité en valeur par le prix de vente de chaque produit. On est arrivé à un seuil de rentabilité de 5 357 produits à vendre. Puis on avait établi le point mort. Le point mort, je vous rappelle que c'est une date, d'accord? Donc qui nous permet de dire qu'à cette date-là, le seuil de rentabilité sera atteint, donc l'ensemble des charges fixes seront couvertes. Et on avait évalué le point mort au 15 juillet, enfin entre le 12 et le 15 juillet globalement. D'accord? Voilà où nous en étions arrivés. Ce n'était ici qu'un rappel. Maintenant, il va falloir calculer deux choses, l'indice de sécurité et la marge de sécurité. D'accord? Puisque ce n'était pas la marge tout court, mais ça se rapportait à la marge de sécurité. De toute façon, on a besoin de calculer la marge de sécurité pour calculer l'indice de sécurité. Je vous rappelle que la marge de sécurité, c'est celle qui, c'est la marge qui fait la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité. D'accord? Donc ici, notre marge de sécurité, c'est 2,5 millions moins le seuil de rentabilité de 5 millions moins le seuil de rentabilité, c'est-à-dire 2,6 millions. Voilà pour la marge de sécurité. Hop, que je vais nommer ici. Et ensuite, donc l'indice de sécurité, et là, il faudra bien sûr commenter le résultat. L'indice de sécurité ici, on l'obtient en faisant la marge de sécurité divisée par le chiffre d'affaires.
c'est-à-dire combien représente en pourcentage la marge de sécurité que j'ai par rapport au chiffre d'affaires que je fais. D'accord? Donc cette marge représente ici 46%. C'est la signification de l'indice de sécurité. Alors, je ne sais plus si j'ai mis le commentaire quelque part. Non. Donc on va le faire ensemble. Que signifie, que signifie ce commentaire, cet indice de sécurité? Voilà, hop, commentaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on sait que l'indice de sécurité, c'est la partie qui est entre le seuil de rentabilité et le chiffre d'affaires qui a réellement été réalisé. Donc ça, c'est mon surplus. Je suis pour 2,3 millions au-dessus de mon seuil de rentabilité. Ce qui veut dire que cette partie-là, de 2,3 millions, qui est la différence entre 5 millions et 2,6 millions, cette partie-là, c'est éventuellement la baisse de chiffre d'affaires que je peux supporter avant de connaître des pertes. Elle se traduit par un pourcentage. Et ici, on peut dire que, alors si on voulait faire un commentaire plutôt global, puisqu'on nous demande de commenter les résultats, d'abord que l'entreprise a un seuil de rentabilité établi à 2,6 millions, que son chiffre d'affaires étant à 5 millions, il est largement au-dessus du seuil de rentabilité, et preuve en est, c'est que l'entreprise est bénéficiaire à hauteur de 1,3 million. Si l'entreprise devait descendre en dessous de ces 2,6 millions en termes de chiffre d'affaires, alors elle subirait des pertes. Ça, c'est la première interprétation que l'on a et le premier commentaire que l'on peut faire relatif au calcul du seuil de rentabilité, que l'on peut réitérer en termes de quantité de produits vendus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être rentable, l'entreprise doit vendre au moins 5 358, on va en dire à 5 358, doit vendre au moins 3 558 produits. 5 358 produits. D'accord? En dessous de cette quantité vendue, l'entreprise subira des pertes. Au-dessus de cette quantité vendue, l'entreprise sera bénéficiaire. Voilà les commentaires que l'on peut faire quant au seuil de rentabilité en valeur et à la rentabilité au seuil de rentabilité en quantité. Maintenant, quel est le commentaire que l'on peut faire par rapport à cette marge de sécurité et cet indice de sécurité? D'abord, la marge de sécurité marque le chiffre d'affaires qui a été fait en plus du seuil de rentabilité. Donc ici, le seuil de rentabilité est à 2,6 millions. Il a été fait 2 321 000 euros de chiffre d'affaires en plus par rapport à cette marge de sécurité. Notre chiffre d'affaires étant bien sûr de 5 millions d'euros. Ce qui veut dire, quand on regarde maintenant l'indice de sécurité, que l'entreprise peut éventuellement subir des pertes à hauteur de 46% de son chiffre d'affaires avant de connaître des pertes. C'est-à-dire qu'elle peut se permettre, éventuellement, les années futures, de perdre jusqu'à 46% de son chiffre d'affaires, qui la fera arriver à 2,6 millions. Si elle perd 46% de son chiffre d'affaires, elle arrivera à 2 678 000. Et seulement au-delà d'une perte supérieure à 46% de chiffre d'affaires, alors l'entreprise connaîtra des pertes. Donc on va dire que c'est vraiment la sécurité qu'elle a quant à une perte potentielle de son chiffre d'affaires. Elle peut perdre jusqu'à 46% de son chiffre d'affaires. Voilà le commentaire que l'on peut faire. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est limpide ou est-ce qu'il y a des questions? C'est clair. Merci, mademoiselle Élise. Donc, nous allons pouvoir passer à l'exercice 4, qui était vraiment très facile. Il y avait juste une problématique. Ici, c'est voilà, comment toutes ces données que je travaille d'habitude de façon annuelle, je vais pouvoir les retravailler en ayant simplement quelques données. D'accord? Ici, il faut, dans l'exercice, répondre à la question et uniquement répondre à la question. Il est impossible, d'accord? Il est impossible d'établir le compte de résultat différentiel. D'accord? Ce compte de résultat différentiel que l'on a, il est impossible de le faire. De toute façon, on ne me le demande pas. Il me dit, ici, on me demande simplement quelle est la rentabilité mensuelle, quel est le seuil de rentabilité mensuelle. Donc, quel chiffre d'affaires faut-il réaliser pour au moins être à zéro. Pour calculer le seuil de rentabilité, de quoi ai-je besoin? Alors qu'il soit mensuel ou annuel, c'est exactement la même chose.
Sauf que pour le chiffre d'affaires mensuel, bien sûr, pour le seuil de rentabilité mensuel, on va introduire que des données mensuelles. Si on avait travaillé en annuel, on aurait multiplié tout simplement ces données par 12. Ou si on a des données annuelles, on les divise par 12 pour avoir des données mensuelles. Donc, de quoi j'ai besoin pour calculer les charges fixes et le taux de marge? Exactement. Laura, excusez-moi, j'ai un petit chat qui voulait voir mon chat. Voilà. Mon chat aime bien la comptabilité, donc il voulait faire le cours avec moi. Donc, du coup, il s'est assis sur mon ordinateur. Donc, voilà le chat. Je te présente mes élèves. Salut le chat. Attendez, bougez pas, il va bouger. C'est parce que c'est la fin de l'année. Bonjour les amis. J'aurais pu lui mettre un petit chapeau de Noël, de Père Noël. Allez. Donc, je vous disais, du coup, il reste collé. Donc, je vous disais de quoi a-t-on besoin, et vous me l'avez dit dans un de vos commentaires, on a besoin uniquement des charges fixes et uniquement du taux de marge. Regardons ce que l'on a. On a déjà ici les charges fixes, puisqu'on nous dit que les charges fixes, qui comprennent le loyer, le personnel, les intérêts d'emprunt et l'amortissement, sont de 12 500 euros par mois. Reste à établir le taux de marge. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment établir le taux de marge et sur quelles données finalement s'appuyer? Je vous rappelle simplement le petit exercice qui n'était pas anodin, qui était l'exercice numéro 2. Je me permets de le remettre à l'écran et de regarder comment on avait fait cette structure. On avait dit, voilà, il y a un chiffre d'affaires et donc il y a un pourcentage ici de taux de charge variable. C'est ce qu'on nous donne d'ailleurs. On nous donne un pourcentage de charge variable qui équivaut à 40% du chiffre d'affaires. Si vous regardez bien ici, juste cette structure-là, on a la composition du prix de vente. Le prix de vente ou le chiffre d'affaires, il est toujours composé de deux choses. Un, les charges variables, et deux, la marge. Donc si le reste, ici, les deux autres calculs que l'on a fait, ils sont... bon, c'est vraiment des choses très relatives, mais a priori, ils ne vont pas nous servir à grand-chose. Puisque quand on avait calculé le taux de marge, vous voyez qu'on arrive exactement au même taux que quand on avait calculé le pourcentage de la marge par rapport au chiffre d'affaires. De toute façon, c'est issu de notre calcul. Donc ici, moi, je peux dire, en tout état de cause, que... Alors, nous sommes sur le 4, j'ai dû mettre quelque part quelque chose. Voilà, ici. Je peux dire que si mes charges variables sont de 40%, alors obligatoirement le reste, c'est-à-dire la marge, est de 60%. Et donc, la marge, si la marge est de 60%, c'est que le taux de marge est aussi de 60%. Puisque la marge traduite en pourcentage du chiffre d'affaires, c'est exactement la définition du taux de marge. Donc ici, ces deux données-là, finalement, représentent mon chiffre d'affaires. On va même pouvoir y insérer un tout petit graphique sympathique. On va reprendre ce graphique-là, on va y mettre nos taux à l'intérieur. On va le mettre en dessous. Donc, obligatoirement, si ici, si j'ai 40% de charge variable, alors j'ai obligatoirement 60% de marge. 60% de marge, c'est 60% de taux de marge. Donc, ici, on vient de définir et nos coûts fixes, 12 000 euros mensuels. Notre taux de marge, ici, il est de 60%. Pourquoi il est de 60%? Parce que les charges variables sont de 40%. Donc, on l'a obtenu par déduction. Dans le CA, il y a un pourcentage de charges variables et un pourcentage de marge. Uniquement cela. Si le pourcentage de charge variable est de 40%, alors obligatoirement le pourcentage de marge, et donc le taux de marge, puisque finalement c'est ça, le taux de marge, c'est le pourcentage de marge par rapport au CA. Le taux de marge est de 60%. Et ça, il faut bien vous le mettre en tête parce que cet exercice, il est super simple, il y a un calcul à faire, mais juste, on se dit, zut, allez, pour les personnes qui foncent tête baissée, ils se disent, bon, bah, allez, je vais faire mon compte de résultat différentiel. Ah, bah, zut, j'ai pas de chiffre d'affaires. Bon, bah, c'est mal parti. Je ne sais pas comment je vais faire. Bon, la personne qui a un petit peu plus
de recul par rapport à cet exercice, je dis, bah, de toute façon, pour le seuil de rentabilité, j'ai uniquement besoin des charges fixes et du taux de marge. Charges fixes, je les ai, maintenant, quel est le taux de marge? Et là, vous pouvez être bloqué. Sauf que si vous avez bien conscience que dans le chiffre d'affaires, il y a de la marge et des charges variables, obligatoirement, si on vous donne les charges variables, vous allez pouvoir en déduire la marge. Donc, ce qui veut dire ici que mon seuil de rentabilité, il est fixé à 20 833 euros. D'accord? Tout simplement en prenant mes coûts fixes, 12 500 divisé par mes 60%. Est-ce que j'avais mis des informations supplémentaires? Oui, j'avais. Ça m'a dit que notre problème, c'est de connaître le taux de marge avec les seules informations de l'énoncé. On a résolu le problème grâce à nos connaissances, en sachant que dans le chiffre d'affaires, il y a de la marge et il y a des charges variables. Il était super simple, hein, cet exercice. Y a-t-il des questions? Nécessité de réexplication, un point que vous n'avez pas compris, un éclaircissement. Tout va bien, parfait, merci Ajar. Donc nous allons pouvoir passer au exercice numéro 5. Alors l'exercice numéro 5, il est beaucoup plus sympa à voir. Pourquoi? Parce que c'est un exercice qui est issu d'un BTS. D'accord? Alors, il y a juste une petite information qui était donnée dans le BTS, mais que l'on n'a pas ici repris, et donc qui pouvait à un moment donné, pour ceux qui ont essayé de faire cet exercice, poser un problème. C'est celui des investissements réalisés. Alors ici, qu'en est-il? On va lire un peu le contexte et voir ce qui était attendu. D'abord, au niveau du contexte, vous êtes embauché dans une société qui s'appelle Nutréal en tant que diététicienne. C'est un important groupe agroalimentaire et vous exercez au sein de cette société la fonction de diététicien ou diététicienne. Vous participez en outre régulièrement aux travaux du comité des nouveaux produits. Depuis quelque temps, l'entreprise a démarré le développement d'un nouveau produit et c'est dans ce cadre que votre participation est requise. Dans une des parties de ce BTS, on vous demandait aussi de trouver le nom du produit, du nouveau produit que l'entreprise entendait lancer. En deuxième année, vous verrez que sur la deuxième partie de la deuxième année, c'est-à-dire au quatrième semestre, on aura tout un chapitre sur le marketing. Et il y a une petite partie qui est plutôt sympa, qui sort un peu de l'environnement chiffre, puisqu'on va voir quelles sont les qualités, quels sont les critères qui sont nécessaires quand on cherche le nom d'un produit. D'accord? Alors, ici, on vous demandait de proposer des noms du produit en fonction, bien sûr, des qualités et du positionnement marketing de l'entreprise. En l'occurrence, c'est un produit bio, énergétique, enfin, je ne me rappelle plus exactement le contexte, mais voilà, il fallait trouver un nom un peu sympa, un peu innovant, qui soit évidemment pas déjà pris et qui permettait de démontrer ou de montrer toutes les qualités du produit. Entre autres, était aussi donc proposé cet exercice concernant justement la partie réalisation d'un tableau et d'un compte de résultats différentiel et établissement des charges fixes, des charges variables. Ici, on vous donne les informations suivantes. La direction a fourni aux membres du comité les données suivantes. L'estimation des ventes pour la première année de lancement est de 600 000 boîtes. Donc on va vendre 600 000 boîtes. Ici, pour l'instant, on n'a aucune information sur le prix de la boîte. C'est ce qui va faire l'objet de la question. Ensuite, on vous indique que les charges directes, que l'on peut assimiler à des charges variables, par boîte sont de 1,20 €. Que les charges de structure annuelles sont de 300 000 €. Que l'investissement réalisé est de 400 000 €. L'investissement ne veut pas dire charge. L'investissement, c'est peut-être juste l'acquisition d'une immobilisation et la partie de la charge sera la dotation qui est incluse d'ailleurs dans les charges de structure. Donc l'investissement réalisé ne devait pas entrer dans les calculs. Ensuite, on vous indique que la direction exige
pour envisager le lancement du produit que le prix pratiqué permette de dégager la première année une rentabilité des capitaux investis, donc des 400 000 euros investis, à hauteur de 10%. Donc on entend bien ici que le résultat, le bénéfice que doit dégager l'opération doit être de 10% des 400 000 euros, soit 40 000 euros. Bon, voilà, une fois qu'on a pris connaissance du contexte, on ne s'enflamme pas, on regarde bien les chiffres qui nous sont donnés, on les analyse bien, on voit à peu près où on veut nous mener là, et on peut passer aux questions. Donc on vous demande de déterminer le prix de la boîte qui permettrait de couvrir l'ensemble des charges. On va déjà, dans un premier temps, calculer l'ensemble des charges. Ici, il n'y en a pas 50 000, il y en a de deux sortes, des charges variables et des charges fixes. Je vous rappelle, je ne sais pas si je l'avais noté, si je l'ai noté, c'est en haut. Non, je ne l'ai pas noté, je vais quand même le rappeler ici, que les charges de structure sont des charges fixes. C'est l'autre nom. C'est l'autre nom des charges fixes. Donc il ne fallait pas se planter à ce niveau-là. Bon, a priori, normalement, ça fait 2-3 fois que je le répète. J'espère que pour tout le monde, c'est clair. Voyons maintenant la totalisation des charges. Donc si on prend les charges variables, on sait que avoir 600 000 boîtes, on sait qu'on va avoir 600 000 boîtes, que ces boîtes vont induire un coût de 1 euro par boîte, ce qui veut dire qu'au total, en charge variable, j'aurai 720 000 euros. Il y avait juste une petite multiplication à faire. Les charges fixes sont des charges fixes, vous savez, vous connaissez leur caractérisation, elles ne varient pas, donc elles seront toujours de 300 000 euros. Le total donc des charges ici est de 1 020 000 euros. Il n'y avait rien de compliqué à ce niveau-là, hein, d'accord? Alors il y avait beaucoup de chiffres, alors de temps en temps, vous verrez que dans les sujets, il y a beaucoup de chiffres, on blablate beaucoup, on explique beaucoup de choses qui n'ont aucun intérêt. Sachez repérer les informations qui ont des intérêts et qui vont vous servir. Ici, on aurait pu penser que waouh, ça va être compliqué, alors c'est super simple. Voilà, il faut réaliser, il faut couvrir 1,2 million de charges. Alors, à combien vous allez vendre votre boîte? Si vous en vendez 600 000, vous vendez 600 000 boîtes. Il faut qu'il y ait un chiffre d'affaires qui soit au moins égal à 1,2 million, ce qui permet d'être à l'équilibre. Quel va être le prix de la boîte? Est-ce que quelqu'un a une proposition à me faire? Alors, ouais, Pauline. Donc, on va diviser simplement les 1,2 million ici. On va diviser les 1,2 million par 600 000 boîtes à vendre. Et on va avoir un prix ici de 1,7 euros. 1,70 €, ce qui va nous réaliser à ce prix-là pour 600 000 boîtes, 1,2 million de chiffre d'affaires, produit 1,2 million, charge 1,2 million, résultat 0. C'est exactement la question ici qui a été posée, déterminer le prix de la boîte qui permettrait de couvrir l'ensemble des charges, donc qui permettrait finalement d'être à 0. Y a-t-il des questions sur cette première interrogation, sur ce premier travail qui était vraiment pas très compliqué, hein? Ensuite, on vous dit, voilà, moi je ne veux pas 0, je veux 40 000 euros de bénéfice. Donc, 40 000 euros de bénéfice, toujours en vendant 600 000 boîtes. Ici, la rentabilité qui est voulue, elle est de 10% des 400 000 investis, soit 40 000 euros. Donc, je vais vendre 600 000 boîtes. À quel A priori, au départ, j'étais parti à 1,70 €. À quel prix va-t-il falloir les vendre pour pouvoir obtenir 40 000 euros de bénéfices? Dites-moi éventuellement, plus 67 William,
D'accord? Alors, William, je pense que votre réponse est bonne, mais il me semble, hein, je vais vérifier, plus 0,67, William? Remontrez-moi votre réponse. Ah, 0. Oui, Laura, c'était bon. Mais je pense que William, vous aviez un zéro, vous aviez oublié un zéro dans l'affaire. Donc, le supplément de rentabilité qui est voulu, oui, Erin, c'est bon. Voilà, oui, 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 William, 40 000 divisé par 600 000, mais vous m'avez mis un résultat qui, à mon avis, n'était pas le bon. Donc, comme je veux 40 000 en plus, et que de toute façon, les charges ne vont pas bouger, d'accord? Parce que la boîte reviendra toujours à 1,20 €. On est d'accord? Il n'y a pas de modification du prix de fabrication de la boîte. Ici, on va obtenir le bénéfice en augmentant le prix par boîte. D'accord? Donc, ici, on va devoir augmenter le prix et arriver à un prix à 1,77 €, ce qui va me permettre d'obtenir 1,60 million € de chiffre d'affaires. Et si je regarde avec ce chiffre d'affaires, je vais voir que, effectivement, mon résultat va arriver jusqu'à 40 000 €. Donc, pour obtenir la différence entre les deux, comment j'ai fait? J'ai pris mon prix de base, je vais vous l'indiquer ici. Le prix de base est de 1,70 €. Auquel je rajoute, on ajoute 40 000 divisé par 600 000, soit précisément 0,066. 0,066. Donc, le nouveau prix il est de 1,70 plus 0,066, soit 1,76. Alors, que vous ayez mis 1,76, 1,77, 1,76,7, 1,76,6, c'est bon, hein. D'accord? A priori, quand on est dans des prix, on va jusqu'à deux chiffres après la virgule en respectant les règles des arrondis. Et donc, c'est pour ça que vous avez affiché au départ 1,77. Faisons le calcul. Regardons si je suis plutôt bon. Alors, a priori, je dois aller jusque-là, hein. C'est tout pour répondre à la question. Quel est le prix? Pour répondre à la question 2, quel est le prix de vente qui permettrait de satisfaire aux exigences de la direction? Ça, c'est ma réponse. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Malgré tout, je vais quand même un peu vérifier les choses. Mon chiffre d'affaires, donc 1,060 000 €. Mes charges variables, je les avais calculées tout à l'heure pour 600 000 boîtes. J'en avais pour 720 000. Ma marge sur coût variable, 340 000. Allez, je vais calculer mon taux de marge. Je vais aller jusqu'au bout de ma démarche ici. Mes coûts fixes, 300 000. Donc, obligatoirement, mon résultat, 40 000. Donc, effectivement, en vendant à ce prix-là, en vendant à 1,77, hein, j'obtiens 1,060 000 € de chiffre d'affaires. Déduction faite de l'ensemble des charges, j'arrive à un résultat de 40 000 €, ce qui ici va évidemment satisfaire aux exigences de la direction. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Par conséquent, on va pouvoir calculer en valeur et en volume le seuil de rentabilité. Donc, finalement, j'avais commencé mon tableau, mais j'en aurais eu besoin à un moment donné, hein. Je vais calculer en valeur et en quantité mon seuil de rentabilité, et puis je regarderai un petit peu pour la suite.
Alors évidemment, je dois travailler avec les données que j'ai obtenues en répondant à la question 2. Si j'ai faux avec la question 2, vous imaginez bien que ça va poser un souci pour répondre à la question 3. En l'occurrence, ici, je n'ai pas faux et je vais pouvoir calculer mon seuil de rentabilité. Mon seuil de rentabilité, classique, charge fixe divisé par taux de marge. Et j'obtiens un seuil de rentabilité en valeur à 935 000 euros. Pour calculer le seuil de rentabilité en volume, donc en quantité à vendre, je fais mon seuil de rentabilité divisé par le prix de vente unitaire. Le prix de vente unitaire est de 1,77. Et j'obtiens ici 529 000 boîtes à vendre. D'accord? Toujours la même démarche. Au-dessus de ce nombre de boîtes vendues, j'obtiendrai du bénéfice. En dessous de ce nombre de boîtes vendues, j'obtiendrai des pertes. Et à 600 000 boîtes vendues, je sais que j'obtiendrai 40 000 euros de bénéfice. Pour le fun, j'ai quand même calculé ici les deux indices que sont la marge de sécurité et l'indice de sécurité. Ici, l'indice de sécurité il est de 11%. Si je perds 11% de chiffre d'affaires, enfin, je peux perdre jusqu'à 11% de chiffre d'affaires avant de rentrer dans une zone un peu plus compliquée qui serait une zone de perte. Question? Pas de questions, c'est merveilleux. Alors, c'était quoi? Exprimer sous forme de pourcentage l'écart avec le volume de vente prévu. Bah, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, si ça, la marge de sécurité ici, elle est calculée en valeur, d'accord? Ici, la marge de sécurité, elle est calculée en valeur. L'écart en volume de vente, hein, il est ici le volume de vente, il est de 600 000 moins le volume de vente au seuil de rentabilité 520 000. Donc, j'ai 70 000 boîtes d'avance, d'accord, si je vends 600 000 boîtes par rapport à ma sécurité, d'accord, par rapport à mon seuil de rentabilité. L'écart en pourcentage, alors, hop, je vais juste descendre ce que j'avais inscrit là. L'écart en pourcentage, je vais retrouver exactement le même écart, je devrais retrouver 11,76. Hein, ce sera... Vous pouvez redire le calcul. Oui, je vais vous redire les calculs. Donc l'écart de volume en pourcentage, j'obtiendrai exactement le même que tout à l'heure, ça divisé par 600 000, je vais obtenir effectivement le même pourcentage. Je vais vous noter les calculs à côté. Hein. Alors, le calcul qui a été fait ici, c'est 600 000 boîtes prévues moins 529 000 boîtes 411, d'accord, ou 412, peu importe, on obtiendra exactement le même. Donc ça, c'est en nombre de boîtes. Ici, c'est en nombre de boîtes. Et donc, le calcul qui a été fait concernant le pourcentage d'écart, je vais calculer mon écart divisé par le volume prévu. Soit, j'ai un écart de 70 588 divisé par 600 000, le volume de vente prévu. Et de toute façon, qu'on soit en chiffre d'affaires ou ici en écart sur le volume, les résultats seront les mêmes, puisque c'est une proportion. Hein. Est-ce qu'on est bien?
Très bien. Alors, on va pouvoir aborder l'exercice numéro 6, d'accord, qui est un petit peu différent et qui lui aussi est issu d'un BTS. D'accord. Alors, vous voyez que je vous ai remis en plus deux fois des annales de 2015 et de 2008. Les exercices relatifs à la rentabilité sont quand même des exercices qui reviennent assez souvent, hein. Donc, c'est vraiment un thème qu'il faut connaître, qui n'est pas très compliqué, qui est plutôt intéressant, mais qu'il faut absolument connaître et sur lequel ben, on aura l'occasion encore et encore et encore. Ici, vous aurez eu 2, 4, 6, 8 entraînements. A priori, on a vu à peu près toutes les solutions possibles. Vous devriez plutôt vous en sortir correctement. Alors, ici, le contexte était le suivant. Je vais vous donner un petit peu le contexte. Vous étiez diététicienne pardon, dans une association. On est dans le secteur associatif. Dans une association qui distribuait des repas à domicile. L'association s'appelle Vivre à domicile. Et euh, les personnes qui bénéficient des services de l'association sont un certain nombre. Ils sont en 2006, puisque ce sont les données de 2006, ils sont 420. D'accord. Chaque personne va payer. D'accord. Chaque personne paye un montant forfaitaire qui lui donne droit à 200 repas dans l'année. Elle paye un montant de 287 euros. D'accord. En plus de ça, l'association perçoit une subvention, d'accord, qui est de 167 euros par personne qui a adhéré et donc qui bénéficie des repas. Donc, on voit ici que ce sont des données qui vont rentrer dans les calculs qu'on va vous demander. D'accord. On vous donne en plus le tableau des charges, d'accord, qui était en annexe, le tableau des charges, en vous disant déjà, ça c'est du fixe, ça c'est du variable, etc., etc. Donc, quant à la détermination des charges fixes et des charges variables, dont on aura certainement besoin à un moment donné, sinon on ne nous aurait pas parlé de charges fixes et de charges variables, la détermination est déjà faite, c'est déjà un point que je n'aurai pas à faire. La première question ici, ça a été de dire, voilà, quel est le montant des produits d'exploitation et quel est le résultat pour l'année 2006, en vous servant bien sûr des chiffres que l'on vous a fournis. Donc, si on vous demande le résultat, ça veut dire qu'on va vous demander de mettre d'un côté les produits et d'autre côté les charges. Vous vous souvenez, c'est le dernier chapitre que l'on a fait, c'est le compte de résultat. D'accord. Ce compte de résultat que l'on a divisé, nous, en trois parties, hein, qui s'appelaient le résultat d'exploitation, le résultat financier et le résultat exceptionnel. Ici, a priori, on ne nous demande pas de faire la distinction. Il n'y avait pas non plus d'annexe, d'accord, de format pré-remplissable. Donc, il va falloir se débrouiller tout seul. Alors, le mode de présentation de ce compte de résultat importe peu. Que vous ayez décidé de le présenter simplement en indiquant vos calculs et en donnant le montant que vous avez retrouvé pour le résultat, d'accord, pas, ne vous pénalisez pas. Malgré tout, nous, on a travaillé à travers un tableau, d'accord, en deux parties, d'un côté les charges, de l'autre côté les produits. Je ne peux que vous conseiller d'utiliser la même méthode. Chose que l'on va faire ici. Donc, de ce côté-ci, je vais mettre les charges, l'ensemble des charges, d'accord, avec leur intitulé et le montant. Et dans mon autre partie de tableau, ici, hop, je vais mettre les produits, les différents produits, avec leur intitulé et leur montant.
Puis ensuite, je totaliserai le tout. Et puis, on verra comment on établit notre compte de résultats. Y a-t-il des questions quant à la construction du tableau et au mode de présentation? Alors, il n'était pas impératif, hein, ce mode de présentation. Vous pouviez très bien partir sur quels sont les produits, bam, 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 lister tous les produits, quelles sont les charges, bam, 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 et ensuite quel est le résultat, bam, bam, bam. Est-ce que quelqu'un a fait cet exercice? A priori, personne, c'est pas très grave, hein, je ne vais pas vous disputer, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser 5 minutes, d'accord? Les données sont à l'écran. Je vais vous laisser 5 minutes pour... Il n'y a rien de très compliqué, hein, d'accord? 5 minutes pour essayer de me calculer toutes les charges et tous les produits et d'essayer, bien sûr, de m'en donner le résultat. Et, euh, et, 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 et Ketura, Ketura nous fera part de ses résultats, s'il vous plaît, mademoiselle. Donc, je vous laisse 5 minutes, d'accord? 5-6 minutes. A priori, il n'y a que 4 additions et la moitié d'une affaire. Ça ne devrait pas être très compliqué. Je vous laisse bosser. Et puis, on voit ça ensemble d'ici 5 minutes. Bien sûr, s'il y a des questions, vous pouvez toujours me les poser.
Alors, mademoiselle Ketoura, je vous écoute. Je vous lis. Comment avez-vous fait? Comment avez-vous appréhendé cette partie? Mademoiselle. Alors, 116 000. À quoi ça correspond, Ketoura, 116 000? Ou 11 600? À quoi ça correspond? Est-ce que c'est le résultat? Est-ce que c'est la totalité des charges, la totalité des produits? Comment avez-vous fait? Vous pouvez prendre la parole, hein. C'est la totalité, 116 000, la totalité des charges. D'accord, alors on va déjà regarder ça, si vous me permettez. Donc, eh ben, il suffisait simplement de reprendre le total des charges. D'accord? Il n'y avait pas de grande difficulté ici quant à l'établissement des charges, puisque alors, Laura, elle a trouvé 190 400. Donc, je vais reprendre ici simplement la totalité des charges. Donc, il y avait des achats de matières premières, qu'elles soient fixes ou variables pour l'établissement du compte de résultat. Euh, achat de matières. Alors, on va regarder ça, Ketou. Achat de matières. J'ai séparé les deux. D'accord. Alors, à ce stade-là, vous pouvez le séparer, hein, ça ne posera pas de souci. Bien sûr, il faudra les rajouter quand on va calculer le résultat. À ce stade-là, il n'y avait pas forcément de nécessité à séparer les deux. Les calculs que vous avez fait en séparant les charges variables des charges fixes vous serviront certainement dans la suite, quand on va nous demander d'établir le seuil de rentabilité. Peut-être, on ne sait pas encore, on n'a pas vu les questions suivantes. Mais ici, il n'y avait pas de nécessité à séparer les deux. Alors, si vous voulez bien, nous, on va les garder ensemble. Ici, il y en a pour 113 000. Ensuite, au niveau de l'essence, il y en a pour 12 000. Je vais rajouter un zéro trop, comme ceci. Voilà. Ensuite, il y avait des achats divers pour 3 000. Et voilà pourquoi vous avez trouvé 116 000. Vous avez ajouté les 113 plus les 3 000. Ça, je suis OK, mais je vous dis encore une fois, quand on vous demande le résultat de façon toute simple, d'accord, pas forcément utile de séparer les deux. Et si vous les avez séparés, j'aimerais bien savoir comment après vous avez fait pour calculer les résultats, ce qui était encore une fois tout à fait possible. Le salaire du personnel, ici, on était à 53 100. Et donc, les charges sociales liées à ces salaires, 5 300. Les autres charges fixes, il y en avait pour 4 000 euros. Donc, si je totalise les deux, j'arrive à 190 400. Je pense que Laura, c'est le chiffre que vous aviez avancé, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, concernant les produits, comment avez-vous vu les produits alors que voilà, c'était bien Laura. Donc, je pense qu'en additionnant les deux chiffres que vous aviez donnés, vous devez certainement arriver aussi au même résultat. Alors, comment avez-vous organisé les produits? Est-ce que, Ketura, vous avez eu le temps de voir un petit peu qu'est-ce qui va rentrer? Là, les achats correspondent donc aux dépenses, hein. Alors ici, ce n'est pas une entreprise, mais c'est une association. Et maintenant, quelles sont les recettes? Qu'est-ce qu'il va rentrer au niveau des produits de l'association? Forfait plus subvention. D'accord, forfait plus subvention. OK, alors allons-y. Donc, les forfaits qui sont vendus, hein, chaque usager paye 287 euros par an. Donc, on va avoir effectivement les forfaits. Donc, on va faire 287 fois. On a dans les forfaits, c'est chaque usager verse une commission sociétaire. Et ils sont blablabla 420.
fois 420. Et ensuite, la subvention. Pareil, la subvention est octroyée par personne qui est reprise par l'association. Donc, on est à 167 fois 420 aussi. Alors, je vais faire mes petits calculs sur le côté. Égal à 287 fois 420 est égal à 167 fois 420. Voilà, juste modifier ici. 167 fois 420. Et donc ici, on a des produits à hauteur de 190 680 euros. Quel est le résultat que l'on peut en déduire de ces deux chiffres, charges et produits, et comment avez-vous fait pour calculer le résultat de l'entreprise, ou le résultat plutôt ici de l'association? Produit moins charge, tout à fait. Produit moins charge, on voit que les produits sont supérieurs aux charges, donc on va les placer de ce côté-ci. Produit moins charge, et ici, l'association est bénéficiaire, il y a un bénéfice qui équivaut à 280 euros. Et donc, comme on a indiqué comment on a fait, effectivement, produit moins charge, soit 190 680 moins 190 400. Voilà comment j'ai fait les choses. On vous dit de commenter le résultat dans le contexte précis. Alors pourquoi dans le contexte d'activité précis? Parce qu'ici, on n'est pas dans une entreprise, mais on est dans une association. Alors, il faut bien se mettre dans l'idée que autant une entreprise, son but, c'est de réaliser du profit, de réaliser donc des bénéfices ensuite qui seront redistribués aux actionnaires, alors que dans le cadre d'une association, une association n'est pas censée faire du bénéfice. N'a pas pour, enfin, non pas qu'elle soit pas censée faire du bénéfice, mais n'a pas vocation, elle ne travaille pas pour faire du bénéfice. Elle travaille pour satisfaire les adhérents de l'association. Elle met tout en œuvre pour satisfaire les adhérents de l'association. Alors qu'une entreprise met tout en œuvre pour réaliser le plus possible de bénéfices. Donc ici, il n'est pas étonnant que l'association réalise un tout petit bénéfice, d'accord, qui est relativement marginal, puisque ce n'est pas son but. Son but étant ici non pas de faire du bénéfice, mais de simplement satisfaire ses adhérents. Donc voilà le commentaire qu'il fallait faire concernant, et c'est pour ça qu'on vous dit dans ce contexte d'activité précise. En plus, on est dans un contexte de service à la personne, ce n'est pas forcément un contexte très lucratif, et on est aussi dans une association qui perçoit des subventions. Donc on imaginerait mal une association faire énormément de bénéfices alors qu'elle sollicite les pouvoirs publics pour obtenir des subventions. Est-ce que c'est clair pour cette première partie? C'était un petit retour en arrière par rapport au. On pourrait aller. Alors, il va servir il va être obligatoirement réinjecté dans le budget de l'année suivante. D'accord? Il ne peut pas être redistribué. Alors, il peut servir à faire des investissements si éventuellement l'association a besoin d'investissement. D'accord? Mais dans tous les cas, il ne peut pas aller en répartition aux différents, par exemple, adhérents de l'association. Les adhérents ne pourraient pas se partager 280 euros entre eux. D'accord? Et quelle que soit la somme, d'ailleurs. Alors, on va arrêter ici pour aujourd'hui et puis on continuera
ces exercices. Alors, peut-être que demain, ça va être un peu plus chaud puisque ça sera notre dernier cours à 8 heures. Donc, euh, je ne vais pas vous lâcher, je préfère demain. On verra si on a au moins le temps de faire l'annale de 2015 qui était plutôt intéressant. Voilà, dans tous les cas, vous aurez corrigé bien sûr des 2 années. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis donc à demain pour la dernière. Allez, ciao à tous. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.